Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, grève des boutiquiers détaillants, mouvement d'humeur observé dans la dispersion. Nous ferons le point à Dakar et en région. Corps sans vie retrouvés au large du Cap Manuel, les proches des soldats disparus attendent une saisine officielle. La thèse d'une noyade est totalement écartée. Les détails dans un instant. À suivre notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. Comme tous les jeudis, on s'intéresse à l'ouvrage chronique d'une épopée glorieuse de Samba Oumar Fall. Et puis en sport, Qatar-Sénégal, le sélectionneur mise sur l'expérience des Lions pour venir à bout des Qataris ce vendredi. Grève dans le secteur du petit commerce. Le mouvement d'humeur a été bien respecté à Dakar. Illustration au Parcelles Assainies dans ce reportage de Moussa Mané et Diafarapa. Le respect du mot d'ordre de grève décrété par les boutiquiers détaillants est mitigé. À l'unité 8 des Parcelles Assainies, certains habitants ont eu du mal à faire leurs petits achats. La majorité, alors 80% des boutiquiers ont fermer leur boutique. Voilà, la population est en train de tourner de gauche à droite, s'ouvrir pour faire leurs achats, les détails, le déjeuner et tout ça là. Mais on ne parvient pas à trouver des boutiques qui sont en vente, ouvertes. À côté, d'autres commerçants disent être informés tardivement, mais aussi refusent de faire vivre le calvaire aux populations. J'ai été informé tardivement, mais aussi certaines familles ont déjà fait des commandes avec moi, comme l'huile, le riz et autres. Si je ferme, ça ne les arrangerait pas. Je ne suis pas prêt en tout cas à suivre leur mot d'ordre de grève. Eux, ils font le tour des différentes boutiques pour faire appliquer la loi aux réfractaires. C'est le cas de ce boutiquier, contraint à coopérer. Lui qui recevait des clients quelques minutes plus tôt. C'est pas 100%, mais alhamdoulilah, on satisfait un peu parce que 90% des boutiques sont fermés son boutique. C'est peut-être 5% qu'on n'est pas fermé. C'est le problème de communication. Les commerçants, les importateurs ou bien les grossistes, jusqu'au petit détail, les boutiquiers, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas entendre la diminution, la cherté de la vie. Ça ne les intéresse pas. 2 jours de grève pour manifester leur désaccord envers les autorités, les mêmes autorités qui soutiennent que sur tous les secteurs visités dans la région de Dakar, les populations ne ressentent pas une quelconque grève. L'Union nationale des boutiquiers du Sénégal n'a pas suivi en revanche le mouvement d'humeur observé par leurs collègues boutiquiers. Écoutons les explications de leur porte-parole au micro de Fatou Bintou Conté. On ne peut pas avoir de solution là-dessus. Il faudra qu'on essaie de trouver des solutions durables. Parce que nous ne sommes pas en conflit avec la population. C'est l'État qui nous cause du tort très souvent. Dès que nous fermons nos boutiques, rassurez-vous, nous causons des préjudices aux populations. Là, nous ne voulons pas de problème là-dessus. Ce sont nos clients, nos partenaires. Nous avons affaire avec l'État. Là, nous décidons de ne plus vendre le produit dont l'État voudrait qu'on le vend, alors que le fournisseur refuse catégoriquement de baisser le prix. Et même si le fournisseur avait même accepté de baisser le prix, nous ne pourrons pas le vendre parce que nous n'avons pas de marge là-dessus. Nous avons des frais, l'État n'a pas pris en compte les frais. Le président de l'association des boutiquiers et détaillants tire un bilan satisfaisant de la grève. Ali Ouba était l'invité de la matinale de TFM de Voici avec Chérif Dia. Il y a quelques-uns qui ne vont pas respecter, mais on ne peut pas avoir 100%. Mais à 90%, les commerçants ont respecté le mot d'ordre. C'est dans la région de Matam, Kaolack, Tambacounda, partout, partout. À Sédhiou, Kolda, partout. Le but de cette grève, c'est qu'on nous demande de vendre à perte. Et nous, on est des Sénégalais. On n'a pas d'autres choses à faire. On a créé notre propre emploi au moment où l'État ne nous a pas aidés. Donc on voulait lancer un message fort à l'endroit des autorités pour dire qu'on n'accepte pas qu'on nous éradique sur le circuit du commerce. On réclame, comme pour donner une marge bénéficiaire aux importateurs, ils leur calculent tous leurs frais. On demande tout simplement de nous calculer tous nos frais, emballage et transport avant de nous donner une marge bénéficiaire.
tous les produits, le riz, huile, sucre, pommes de terre, oignons, le lait. D'ailleurs, le lait, on demande même de vendre à perte parce que tu ne peux pas acheter à 2980 et on te demande de vendre à 2750. Vraiment, c'est incroyable. À Hambourg, le service départemental du commerce a fait d'importantes saisies de marchandises des commerçants qui n'ont pas respecté les prix fixés par l'État. Désormais, des poursuites pénales ne sont plus exclues. Voyons tout cela avec Ndeye Mati Dieng et Mamadou Gueye. Lors de cette opération de vérification du respect des prix des denrées alimentaires, plusieurs commerçants se sont vus sanctionnés. Ainsi, en une journée, les agents du service du commerce ont récolté plus de 2 600 000 francs CFA. Il y a eu 68 commerçants qui ont reçu la visite du service départemental du commerce. Et parmi ces 68-là, 44 ont été convoqués. Parmi ces 44, 36 ont été déjà dénoués. Et il y a 8 autres cas qui sont toujours en naissance. Donc pour un montant global en matière de sanctions, pour la journée du 22, on a eu un montant de 2 250 000 de sanctions. Et les saisies sont constituées ainsi que telles. Le sucre, il y a eu 4 tonnes de sucre qui ont été saisies hier, 4 bidons d'huile de 20 litres, 1 tonne de riz indien et enfin, il y a eu 15 tonnes d'aliments de bétail qui ont été saisis. Et pour la journée d'aujourd'hui qui s'est passée au niveau de la commune de Joal, il y a eu 60 bonbons de gaz butane pleines de 6 kg qui ont été saisis. 28 sacs de riz brisés ordinaires de 50 kg, 4 sacs de sucre de 50 kg et enfin 2 sacs de sucre qui ont été saisis. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à des poursuites pénales. Absolument, je pense que ça a été déjà précisé dans l'arrêté, c'est-à-dire que tout commerçant qui ne respecterait pas les dispositions de l'arrêté susmentionné sont exposés, sont passibles à des sanctions administratives, financières, mais également qui peuvent même être de l'ordre du pénal. L'opération se poursuit. Le service départemental du commerce avertit les commerçants et les exhorte à se conformer à la décision de l'État. Dans le Nord, manifestation des commerçants dans les rues de Ourossogui. En plus de la grève de 2 jours entamée ce jeudi, les commerçants de la région de Matam s'opposent à la volonté du maire de démolir l'actuel marché de la ville de Ourossogui. Voyons tout cela avec Ali Bandeniang et Lachli. Ils ont battu le macadam. Les commerçants de la ville de Ourossogui, aux côtés de ceux-là venus de l'intérieur de la région de Matam, manifestent leur opposition à la volonté du maire de démolir le marché de Ourossogui. Il y a la solidarité. Comme si par exemple, si tout de suite un journaliste est touché, tout le monde vient pour... Mais c'est ce qui est ici. C'est la solidarité. Non mais attention, nous aujourd'hui, pour la marche, c'est uniquement pour dire non au forcing du maire, pour dire non à la façon dont ils veulent réaliser ce projet. Bon, pour le moment, on va se réunir, évaluer parce qu'on travaille en équipe, évaluer et voir qu'est-ce qu'il faudra faire. Et tout ce qui est possible de faire, nous le ferons. Le bureau de cette nouvelle association, dont Omar Samba a été unanimement porté à la tête, est chargé de l'organisation d'une marche régionale prévue ce jeudi à Ourossogui. A rappelé qu'à l'origine de ce mouvement d'humeur, la municipalité de Ourossogui, à travers le Promogène, doit bénéficier de la construction de nouveaux marchés modernes pour lequel il faut impérativement la démolition de ce dernier, pour lequel des bâches ont été implantées pour accueillir les commerçants à Recasé. Ah, ça c'est une évidence, hein, parce que ça aussi, comme on vous a dit, hein, le marché, tout le monde sait que c'est une demande sociale. Le fait de le démolir, ça c'est une demande sociale, parce que ça fait 3 fois ou 4 fois, vous avez vu, il y a eu des incendies. Donc le maire aussi, il a le droit de prendre toutes ses responsabilités et c'est ce qu'il a fait. Et ça aussi, je crois qu'il signe et il persiste que ça, Inch'Allah, le marché sera démoli. Au moment où les dirigeants de la marche pacifique faisaient leur déclaration de presse, un incendie s'est déclaré au domicile de maître Moussa Bokar Thiam. Selon les témoins, le feu est parti de la cuisine pour s'emparer des logements. Merci Ali. Toute autre chose, la restructuration et la relance des activités de la Poste annoncée par le président de la République, différemment appréciée par les syndicalistes de l'entreprise. Même si cette annonce suscite l'espoir, les syndicalistes attendent une réelle volonté politique. Dissa Prera. Chez les syndicalistes de la Poste, l'espoir est le même, mais les avis sont partagés. D'autant plus que cette annonce du chef de l'État n'est pas nouvelle. Pour eux, il faut que l'État pose des actes concrets. Il a reparlé la même chose. En tout cas, ce que nous attendons véritablement de la part des autorités,
et que cette déclaration soit suivie d'actes concrets. Ce que nous entendons par restructuration pour nous, c'est d'abord relancer les activités de la Poste. Parce qu'on ne peut pas recréer la roue. Il ne s'agit pas de vœux pieux, il s'agit d'actes concrets. La restructuration et la relance des activités de la Poste, un souhait longtemps exprimé par les travailleurs, mais de l'avis du site Poste, le problème central de l'entreprise reste la dette de la compense qui lui est imposée par l'autorité. Ce qu'on ne peut pas comprendre, nous poussiers, c'est que l'État, avec sa puissance financière, l'État, donc à qui nous appartenons, qui nous représentait donc à la compense chaque 10 jours, puisse nous imposer une compense journalière. Ce qui fait que nous n'avons plus de liquidité dans nos réseaux. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas une volonté politique réelle, je ne pense pas que le nouveau DG, Mamadou Diaité, en tout cas c'est tout le mal que je lui souhaite, je ne pense pas qu'il peut réussir quelque chose. Une restructuration et un plan de relance qui vont nécessairement passer par différentes étapes. Capitalisation des entités de la Poste, du groupe La Poste, la reconstitution des avoirs des tiers, la revalorisation de la rémunération du service public postal, la transformation institutionnelle de Poste Finance, la relance des activités de la Poste à travers un plan concerté et consensuel, mais aussi l'appurement des arriérés de la compense. Une commission interministérielle a été mise en place depuis 2016 pour se pencher sur les problèmes que traverse cette institution. Commission dont les résultats sont encore et toujours attendus. Polémique autour du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Des députés de l'opposition dénoncent une falsification des textes et parlent de scandale. Des allégations, rien que des allégations, s'exclame-t-on du côté du pouvoir. Alassane Ba. Trouve scandaleux les modifications apportées au règlement intérieur de l'Assemblée nationale comme annoncé à l'insu des parlementaires. Pire, selon Tierno Alassane Sall, c'est tout le pays qui est en train de vivre une crise profonde. Ça prouve comment le Sénégal a été déconstruit. Parce que des parlementaires qui sont censés connaître la sacralité des lois, la manière dont on doit les voter, et dont on doit modifier des textes en viennent à changer de leur propre chef de règlement intérieur, qui plus est sans en avertir l'Assemblée. C'est vraiment une catastrophe. On ne peut pas dire autrement. C'est comme si un prêtre ou un religieux se mettait à changer les écritures saintes de ça. C'est exactement la même chose. Par contre, Nicolas Ndiaye se dit étonné, surpris même par cette histoire de règlement intérieur falsifié. Le parlementaire dit ne pas être au courant. Moi, je n'ai pas vu de changement notable dans le règlement intérieur depuis 2017 où je suis député. Maintenant, ce que dit Mamadou Lamine Diallo, il aurait pu étayer ça d'une manière plus claire en montrant là où il y a falsification. Dans tous les cas, c'est une affaire qui commence à faire beaucoup de bruit. Et d'après Mamadou Lamine Diallo de Teki, les articles 5, 60, 61, 90, 97, entre autres, sont concernés. S'il avait montré au niveau de ces articles les anciennes formulations et les nouvelles formulations qui prouvent la falsification, là on pourrait peut-être en discuter. Maintenant, quand le poste de Premier ministre est supprimé de la Constitution, évidemment ça entraîne des conséquences. Mais c'est également là où la force de l'opposition, parce qu'il ne s'agit pas de déclamer Mamadou Lamine Diallo qui a bien débusqué le problème, fait partie d'un groupe. Il y a d'autres groupes. Nous sommes quand même au nombre de 82, voire 83 aujourd'hui. Nous avons la capacité de nous réajuster. Pour rappel, le parlementaire Mamadou Lamine Diallo de Teki avait adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale depuis le 11 novembre. Il demandait le retrait du règlement intérieur au motif que le texte intitulé Règlement intérieur édition juillet 2021 est au mieux faux, au pire falsifié et manipulé. Merci Alassane. L'actualité, c'est aussi le corps sans vie retrouvé au large du Cap Manuel. Les proches des soldats disparus attendent une saisine officielle. Ils veulent être édifiés sur la disparition de leurs frères. Ils écartent totalement la thèse de la noyade. Leur porte-parole Edmond Sambou, interrogé par Maimouna Ndiaye.
Nous n'œuvrons pas dans les rumeurs. Donc nous sommes des personnes responsables, très organisées, et on ne pourra parler que de choses fondées. Maintenant, les rumeurs, on ne sait pas d'où est-ce qu'elles proviennent, à quelle fin. On attendra en tout cas d'être saisis officiels afin d'être édifiés. Ils étaient en service, ils sont tous deux des agents du renseignement. Ils ont disparu dans un endroit censé être le plus sécurisé de Dakar, à savoir Cap Manuel. Alors, disons, cet étonnement, effectivement, 6 jours après, nous a poussé à dire, bon, il faut au moins en parler, à parler tout seul, mais informer aussi à l'opinion, car ce sont des Sénégalais, l'opinion nationale et internationale, pour espérer effectivement un jour pouvoir les retrouver, parce que nous sommes convaincus qu'ils sont encore en vie. Le procureur, dans son communiqué de presse, a fait savoir à la nation qu'une enquête est ouverte. Donc, on ne peut que s'en réjouir, mais nous demandons peut-être plus, c'est-à-dire que l'État, qui est en tout cas le garant de toutes les personnes évoluant dans ce pays, doit pouvoir vraiment œuvrer à retrouver coûte que coûte ces enfants, car ils sont au service de la nation. Financement de l'immobilier au Sénégal, la haute autorité du WARF au ministère des Finances et de la Banque islamique du Sénégal signe une convention pour un accès facile au logement, une ambition étatique devant être matérialisée avant d'explorer d'autres secteurs. Compte rendu Mamadou Fall. Il y a un secteur à développer davantage pour l'État du Sénégal à travers la haute autorité du WARF logée au ministère des Finances. S'appuyer sur des institutions financières est plus que primordial, raison pour laquelle la haute autorité signe une convention avec la BIS pour une levée de fonds. Mission d'investissement public pour le compte de l'État du Sénégal qui s'est engagé à faire du WACF, avec comme premier projet phare le projet d'art moderne. Donc il s'agit de construire une tour de 16 étages à louer et dont tous les revenus générés seront destinés aux Dara du Sénégal. À travers le partenariat avec la Banque islamique du Sénégal, c'est le développement des autres projets de la haute autorité du WACF. Donc des projets dans l'immobilier sur lesquels nous attendons le conseil et l'accompagnement de la Banque islamique du Sénégal pour la levée de fonds. Une relation très importante devant renforcer le social entre ces deux institutions. C'est des activités sociales en mobilisant des ressources et destinées à l'inclusion financière. Nous aussi, en tant que Banque islamique du Sénégal, notre ambition, c'est d'être une banque de développement. Et de ce point de vue, nous avons des missions complémentaires. Et à ce niveau, on a voulu vraiment magnifier cette relation et cette complémentarité d'ambition en venant signer cette convention et pour laquelle nous tenons à remercier la haute autorité du WACF. Autre domaine à explorer, l'agriculture, la recherche entre autres. Tout autre chose à présent, le 24 novembre de chaque année est célébrée la journée internationale du professeur de français. Cette année, à la FASTEF, les professeurs de sciences physiques, de mathématiques, en collaboration avec l'association des professeurs de français, se sont retrouvés pour identifier les difficultés de la transmission des sciences. Suivant ce propos, le professeur Mamadou Dramé, président de l'association des professeurs de français, et Moustapha Sorna, doyen de la FASTEF, au micro de Ibou Diouf. Il y a dans la méthode des sciences parce que si vous voulez former un ingénieur, il va falloir effectivement très tôt prendre en charge les difficultés scientifiques qu'il pourrait rencontrer. Et au Sénégal, la première représentation linguistique pour laquelle les élèves travaillent pour accéder au concept mathématique, c'est le français. Vous voyez donc, il y a nécessité de maîtriser cette langue pour pouvoir passer aux représentations linguistiques autres, aux représentations symboliques et aux représentations graphiques et mathématiques. Et on en vient à notre rubrique Les Bonnes Feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage de Samba Oumar Fall, un ouvrage d'actualité, chronique d'une épopée glorieuse qui parle des lions de la Teranga. Note de lecture Ibou Diouf.
Avec sa plume, il a voulu marquer cet événement, le sacre des Lions à la CAN 2022 pour Samba Oumar Fall. Avec ce trophée à la Coupe d'Afrique, le Sénégal incruste son nom dans le marbre du football africain. Après le sacre du Sénégal à la Coupe d'Afrique, je me disais qu'il y aura au moins 2 éminents journalistes qui allaient écrire sur l'équipe nationale. Donc il s'agit du professeur Mamadou Koumé et Babacar Khalifa Ndiaye. Mais quand le Sénégal a remporté le trophée, je me suis dit, attends, il faudrait bien que j'apporte ma pierre à l'édifice. Donc je me suis mis à la tâche pour proposer aux Sénégalais un document qui restera dans le temps. Un document qui ne sera pas de la simple littérature, mais avec des chiffres. Chronique d'une époque glorieuse pour immortaliser les Lions du Sénégal avec ses acteurs qui sont entrés dans la légende. Les chroniques, c'est un ensemble de chroniques digeste pour permettre aux lecteurs et amateurs de football de comprendre la marche de l'équipe nationale jusqu'au sacre. Les chiffres, les statistiques, pour ainsi dire, c'est un problème au Sénégal. Vous avez besoin des données sur l'équipe, sur les joueurs, mais vous ne pouvez pas les trouver, que ce soit à la fédération ou à la ligue. Donc j'ai fait ce travail de recherche pour mettre ces chiffres à la disposition du public. Pour Samba Oumar Fall, il s'agit d'un outil de travail pour les journalistes, mais aussi pour tous les passionnés des chiffres et statistiques. Ça nous permet d'avoir une idée des performances de l'équipe, de Aliou Cissé jusqu'à maintenant et de 1965 jusqu'à aujourd'hui. En gros, donc depuis le début de la participation de l'équipe du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Tous ces ingrédients-là se retrouvent dans ce livre, vraiment très très fouillé. Telle une sorte d'encyclopédie du football de l'équipe nationale, avec cette CAN au Cameroun qui a permis au Sénégal d'avoir sa première étoile. Cette passion vient du fait que je suis déjà au service sport du Soleil. J'ai été le chef de service, j'ai été reporter de terrain, j'ai couvert beaucoup de déplacements de l'équipe nationale. Donc ce serait peut-être une insulte pour moi, journaliste, reporter, chroniqueur sportif, de ne pas écrire sur le sacre des Lions et d'amener ma contribution. Le Sénégal compte désormais un trophée de CAN à son palmarès. L'épopée de Lions du Sénégal au Cameroun garde une saveur particulière. Voilà ce qui motive cet auteur. Veille de match, les Lions affrontent demain les Qataris à 13h. Aliou Cissé dit vouloir miser sur l'expérience des Lions pour venir à bout du Qatar. Compte rendu de la conférence de presse tenue à Doha. Mamadou Ndiaye. Le Sénégal joue déjà son avenir dans la Coupe du Monde lors du match face au Qatar. En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur Aliou Cissé compte sur l'expérience collective de son équipe pour espérer un bon résultat. Notre expérience collective et puis d'autres matchs qu'on a eu à jouer qui ont été aussi à ce niveau-là, à ce niveau d'intensité, à ce niveau de pression, à ce niveau d'importance et d'exigence. Depuis ce temps que nous sommes là, nous les avons joués. Donc à nous justement de se concentrer et se rappeler de tout ce qu'on a pu mettre dans le passé quand on a été dos au mur. Le sélectionneur des Lions montait au créneau pour défendre son gardien Edouard Mendy, très critiqué lors de la défaite face aux Pays-Bas. Edouard va bien, c'est un garçon qui a un mental d'acier. Bien sûr qu'on a eu à discuter avec lui, à échanger avec lui comme je le fais avec la plupart de nos joueurs. Maintenant, les qualités d'Edouard, comme j'ai eu à le dire, ne sont pas à mettre en doute. Je sais que c'est un garçon, effectivement, qui traverse des moments un petit peu difficiles, mais je n'ai aucun doute, il a entièrement ma confiance, entièrement la confiance de ses coéquipiers, et effectivement, demain, il sera sur le terrain. Le sélectionneur promet un match face au Qatar différent du match contre la Hollande lors de la première journée. Les Lions défieront le pays hôte demain vendredi à 16h à Doha, 13h à Dakar. Les Lions ont le mental et l'atout pour battre le Qatar. C'est l'avis de l'ancien international Alassane Dour, interrogé par nos envoyés spéciaux. Il y a d'autres enjeux autour de cette Coupe du Monde. Ils ne vont pas accepter l'humiliation, se faire battre par, comme on dit, le Sénégal à domicile et puis se faire encore battre par l'Équateur aussi et la Hollande aussi qui attend. Donc ils ne vont pas accepter tout ça. Donc on va avoir une équipe assez conquérante, une équipe qui va jouer dos au mur. Maintenant à nous d'être vigilants. Je pense qu'on va jouer la carte de la vigilance, comme on devrait
lors de ces 15 dernières minutes du premier match. Je pense qu'il y avait autre chose à faire, il y avait une autre manière à terminer ce match-là, c'est-à-dire jouer la carte de la vigilance. Mais bon, ce match étant terminé, il faut tirer des conséquences et puis des enseignements et puis passer au prochain match. Ce match-là aussi, je trouve que c'est à notre portée, pour dire vrai, mais il faudra aller les chercher très haut, je pense, à mon avis. Les chercher très haut, ne pas les laisser, comme on dit, construire, rentrer dans le match. Si on fait ça, on va carrément passer à côté. Parce que... Le point dans le groupe H, le Portugal a battu le Ghana d'André Ayew 3-2, et puis l'Uruguay et la Corée du Sud ont fait match nul vierge, 0 but partout. Le point avec Chersade Boudiara. Le Portugal ne réussit décidément pas au Ghana. Comme à la Coupe du Monde 2014, les Black Stars s'inclinent devant la Seleção. Portugais et Ghanéens qui faisaient leur entrée en lice ont observé un long round d'observation durant une première période sans but. Dominateur, le Portugal parvient à ouvrir le score dès l'heure de jeu. Un penalty transformé par Cristiano Ronaldo à la 65e minute. Une avance de courte durée. Ghana égalise par l'intermédiaire de son capitaine André Ayew, ce qui a le don de redynamiser l'attaque portugaise qui marque 2 buts coup sur coup par João Félix et Leao. Ghana réussit à réduire le score à la 89e minute par Ousmane Boukari. Aucun autre but ne sera marqué par la suite. Le match se termine sur le score de 3-2 en faveur du Portugal. Le Ghana, auteur des 2 premiers buts de l'Afrique dans ce mondial 2022, n'a pas démérité. Il va défier lundi prochain pour sa deuxième sortie dans la poule H, la Corée du Sud. Un adversaire qui pour son premier match au Qatar s'est contenté d'un nul blanc face à l'Uruguay. Une rencontre au cours de laquelle les défenses ont pris le meilleur sur les attaques. Et dans le groupe G, la Suisse, sans convaincre, réussit son entrée en lice devant le Cameroun, 1-0. Les Lions, la mission devient donc quand même presque compliquée pour les Lions indomptables. Voyons tout cela avec Ibrahim Khan. Un petit but aura suffi à la Nati pour battre les Lions du Cris. Notre billet G-World Sport dépoussière les archives des grandes joies du football ainsi que des célébrations, les unes plus originales que les autres. Attention, quand les Saoudiens prennent la parole, ça décoiffe de joie le billet de Abdoulaye Cissé. Les Brésiliens ne nous surprendront pas tant ils sont connus pour leur célébration et leur belle chorégraphie. Mais ils en ont rajouté et peut-être un peu trop en révélant qu'ils ont prévu diverses célébrations pour leurs 10 premiers buts dans ce mondial. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. L'Argentine est laissée à sa frustration de n'avoir pas plus excité le reporter Oumar Da Fonseca qui veut convertir le monde à la albiceleste. Messi, il s'appelle Messi. Les envolées des reporters ont souvent entraîné et influencé les supporters dans leur délire. À ce jeu, le monde a eu tort de croire que supporter de foot c'était simplement un maillot de sport ou même torse nu. Le djellaba est décomplexé depuis le mardi 22 novembre. C'est l'espagnol ou l'italien. Non mais est-ce qu'il fait piquer? Il faut qu'il se jette, il faut la souffler, même avec un coup de soufflage. Et depuis ce jour, en Arabie, on sait c'est quoi l'expression « prendre la porte » au propre comme au figuré. Les enjaillements des Saoudiens sont débridés, parfois pas synchronisés et peut-être complètement fous. C'est tout le charme de la passion que charrie le foot. On aurait aimé voir ce qu'il en a été dans la cour royale. Oh, sacrilège! Qui vous dit que le roi s'est enjaillé aussi? Non, il a juste affranchi ses sujets d'une journée de travail.
L'Arabie Saoudite a bien son mal au piquine. Son ASC, les Bougui, son Alekaza, tout un diable bien sûr. On espère juste qu'au moment du but libérateur face à l'Argentine, il n'y avait personne au bord du barbecue ou à côté de la marmite. Ça aurait gâché la fête de plonger dans le brasier, encore de tremper dans la sauce. Ça passe, ça dépend à quel degré. Merci beaucoup Abdoulaye. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Binta Diallo et son invité dans Soir d'Info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.